Je voudrais dire tout d'abord que je suis très heureuse d'accueillir Octavio Mestre, moi je dis Mestre en français, qui donc nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation pour ces séquences d'architecture. Alors Octavio vit et travaille à Barcelone, enfin il travaille à beaucoup d'autres endroits et il vit aussi à beaucoup d'autres endroits. Et même maintenant, on ne travaille pas parce qu'on n'a pas beaucoup de boulot à Barcelone. Ouais, c'est ce qu'on va voir. C'est par ça que je viens à Grenoble. Voilà. Octavio a une carrière professionnelle extrêmement riche et variée. Il a été architecte au ce qu'on appelle nous le service de l'urbanisme à la ville de Barcelone. Il a enseigné dans de nombreux endroits, notamment à l'école d'architecture de l'Université de Barcelone. Il enseigne encore d'ailleurs et il donne des conférences dans le monde entier. Il publie beaucoup et surtout il construit énormément. Il vient de me dire qu'il avait réalisé 150 chantiers. C'est énorme dans sa carrière d'architecte. Je suis déjà vieux, mais... Non, il n'a pas l'air comme ça. En Espagne, le beau climat, ça fait qu'on semble plus jeune, mais c'est vrai. Tu vas avoir la parole. Voilà. Non, sur sa vie et son œuvre, il va vous en parler lui-même beaucoup mieux que moi. Moi, je voudrais juste dire en introduction, très très vite, en quelques secondes, en fait, à quelle occasion je l'ai rencontré, ça me permettra d'expliquer pourquoi j'ai trouvé intéressant de l'inviter à Grenoble et de lui demander de présenter son travail. Alors, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Octavio Mestre dans le cadre d'une recherche que je conduis sur les relations fertiles, on va dire, entre entreprises et architectes. Et dans le cadre de cette recherche, je travaille actuellement sur une monographie avec Anne-Laure Goudon qui est présente ici et qui est architecte graphiste, une monographie sur une entreprise de Barcelone qui fabrique des persiennes, qui est très connue dans le monde méditerranéen notamment, qui s'appelle Yambi. Et cette entreprise a cette spécificité d'avoir fondé justement son activité sur un partenariat très fort avec un grand architecte catalan qui s'appelle José Antonio Coderch. Et ensemble, donc Monsieur Coderch et Monsieur Yambi ont déposé en 1953 un brevet, le brevet des persiennes à lame orientable, qui était le fruit d'une collaboration étroite entre cet entrepreneur et cet architecte. La société Yambi a continué à travailler de cette façon et travaille avec de très nombreux architectes espagnols et européens et dans le monde entier. Et donc, dans le cadre de cette recherche que je conduis en ce moment, j'ai souhaité rencontrer un certain nombre de ces architectes qui travaillent avec la société Yambi. Antonio Mestre donc, fait partie de ceux-là. C'est donc à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Et puis, Octavio, il a en plus, dans ce cadre-là, la particularité d'avoir travaillé, la première agence dans laquelle il a travaillé, enfin peut-être pas la première, mais c'est précisément celle de Coderch. Donc, il a, à mes yeux, ce double intérêt. Mais si je l'ai invité aujourd'hui, c'est que, en fait, dans les discussions qu'on a pu avoir, eh bien, je me suis rendu compte que, comme beaucoup d'ailleurs d'architectes catalans, mais particulièrement Octavio, c'est quelqu'un qui tout en étant inscrit complètement dans la modernité, dans l'architecture contemporaine, sait très bien d'où il vient, quelle est sa culture d'architecte, ce qu'il doit à la tradition, à ses aînés. Et en plus, il a une façon d'en parler extrêmement chaleureuse et généreuse. Et voilà, c'est précisément ça que j'ai souhaité faire partager aux étudiants et puis tous ceux qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Donc, merci encore et puis tu as la parole. Merci Yann pour l'invitation de venir à Grenoble. C'est vrai qu'avec Anne, on s'est connus à Barcelone sur un cadre d'un dîner, d'un déjeuner qui était assez sympa. On m'a téléphoné, j'étais en pantalon court en train de travailler à l'agence. C'est par ça qu'elle m'a dit, tu es bien habillé aujourd'hui. J'ai dit quand même, il y a un public et je ne connais pas trop. Et je lui expliquais des histoires, des blagues, parce qu'être architecte ne veut pas dire être sérieux. En plus, toujours, la vie, c'est toujours plus important que l'architecture, non?
Je lui ai expliqué une blague qu'on explique toujours, parce qu'en général, les architectes, on est très mal vus en général, non? Par la société, on dit que ce sont les clients qui nous payent nos désirs, nos projets. Et en Espagne même, on raconte une histoire qui parlait de l'inutilité des architectes, dans lesquels il y a une fille qui va au commissariat de police à dire qu'elle a été violée par un architecte. Tiens, la police lui dit, allez, arrête, venez, comment vous êtes sûr qu'il était un architecte? Il dit, je ne sais pas, parce qu'il était tout noir, c'était le soir, mais je suis sûr que lui était un architecte. Il dit, mais lui avait vu qu'il venait avec une sape, qui descendait tout habillé en noir, avec Jean Nouvel chauve, avec le bouton comme ça, qui semble un prêtre, qui prédique la bonne nouvelle de l'architecture mondiale. Il dit, non, je n'ai rien vu, monsieur, mais je suis sûr que lui était un architecte. Il lui explique toutes les choses. Il dit, mais comment vous pouvez être si sûr s'il était tout noir, il ne portait pas un sape, il était tout habillé en noir, et il ne parlait comme ça, comme il parle de la culture comme ça. Il dit, parce que c'est moi qui ai dû tout faire, a dit la femme, non? Et c'est vrai que quelquefois, on a cette sensation qu'on nous dit que les architectes, qu'est-ce qu'on fait un architecte? À quoi ça sert un architecte, non? Je me rappelle une fois, j'étais étudiant, j'imagine que vous ici à Grenoble, on vous a fait sortir dessiner à l'extérieur, parce que première année, deuxième année, on va toujours dessiner à l'extérieur, les maisons, comme ça, non? Je me rappelle une fois, j'étais en train de dessiner à Barcelone, sur la place Royale, est venu un petit gamin qui m'a dit qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes un dessinateur? Et je lui ai dit non, j'étais encore un étudiant, mais j'ai dit non, je suis un architecte, non, parce que ça me faisait du plaisir, je suis un architecte. Et il m'a dit, qu'est-ce que font les architectes? Il m'a demandé. Et je lui ai dit, les architectes, on fait les maisons, on fait des bâtiments. Et, ah, vous êtes maçon comme mon papa, non? Et c'est vrai que ça m'a fait penser parce que dans la construction, et c'est vrai que nous, on a construit pas mal de choses, tout le monde s'approprie des choses qu'on fait, non? Et je crois que ça, c'est bon dans le processus, non? Que le plombier, que l'électricien, que le mec de la serrurerie, sans que le chantier est à eux, non? Et il explique comment chantier qui ont participé, qui ont conçu, parce que c'est vrai que sans des bons industriels, c'est très, très difficile à faire passer l'architecture, non? Je suis été prof à plusieurs universités européennes. Je suis été prof une année aux États-Unis. La crise après les Jeux olympiques de 92 en Espagne, je l'ai résolue en allant faire de prof à Rhode Island, aux États-Unis, à RISD, la School of Design. Et c'est vrai que là, j'ai vu qu'il y avait une culture architecturale qui était très pauvre en général, non? Les étudiants travaillaient beaucoup, mais il n'y avait pas cette culture architecturale comme nous, on a à Barcelone, j'imagine aussi vous aussi à Grenoble, en France en général, dans laquelle on sait d'où on vient, on travaille avec l'histoire, parce que quelquefois, l'architecture contemporaine a voulu faire une sorte de tabula rasa, penser que c'est nous qu'on réinvente le monde, non? Les chansons de Moustaki, probablement vous ne connaissez pas Moustaki, mais à mon époque, Moustaki était... Si, tu connais Moustaki. Moustaki, à mon époque, c'était ma liberté, blablabla. Mais c'est vrai que c'était nous qu'on allait découvrir le monde et qu'on allait réinventer le futur, non? Mais c'est vrai que quand on devient plus vieux, et moi je suis prêt à faire 50 années dans un mois, c'est vrai qu'on se voit une petite partie d'un processus qui est beaucoup plus long, dans lequel on essaye d'apporter les choses qu'on sait faire, mais pas d'autres, non? Et en plus, il y a toujours une concurrence énorme. Une concurrence qu'à Barcelone, il y a 11 000 architectes enregistrés à l'ordre à Barcelone. Et en plus, il y a tous ceux qui ne sont pas enregistrés, qui travaillent pour d'autres architectes, des agences. Ça fait que probablement, il y aurait une population d'autour de 40 000, 50 000 architectes qui habitent Barcelone. Vous imaginez, vous levez une pierre et vous trouvez 4 architectes et un petit insecte reptile, non? En reptile, non? Ça fait qu'il faut laisser la pierre parce que sinon les architectes sortent, il y en a 54 000 à ce moment-là. C'est encore plus compliqué pour faire passer les choses, non? Mais comme je sais que de plus en plus, vous tous, vous allez vous travailler en vous confrontant avec l'histoire, et en plus, comme je sais qu'Anne-Laure venait pour m'écouter d'Albi, tu imagines, quelle bêtise, venir d'Albi pour m'écouter, s'il peut m'écouter en Albi. Elle me dit, viens, Albi m'expliquer, je lui explique. Mais je pensais qu'il serait bien de vous expliquer des projets qui ont à voir avec l'histoire. Parce qu'avec l'histoire, vous allez vous confronter tous dans votre travail contemporain comme architecte. Je crois que la chose que je voulais vous dire surtout, c'est que j'essayais de diviser les projets que je vais vous montrer dans 4 ou 5 groupes, non? Parce qu'il y a quelques groupes dans lesquels tu fais un projet en centre-ville, mais c'est un projet contemporain, non? C'est un projet dans lequel tu as un terrain vague, tu as un site où tu travailles, non? Ça, c'est un des premiers projets que je fais à la rue Homero de Barcelone.
C'est un projet d'habitation dans un quartier à côté d'une petite montagne, le Puchet. Tout ça sont les lames des Yambi, les lames avec lesquelles je travaille continuellement parce que sont los mejores, ce sont les mieux. Ça fait que se faire entourer de ces gens, c'est toujours intéressant. Et là, c'était un projet dans lequel on a fait des appartements. On a essayé de travailler avec la brique, parce que tous les quartiers, c'est un quartier en brique, années 60, mais avec une brique qui était faite à la main, parce que toujours la qualité des choses faites à la main, quelquefois, sont diverses des préfabrications. On a fait des appartements, et pour moi, ce qui était important, c'était de concevoir la façade qui est comme un seul trou, comme l'œil de Polyphémo. Je disais que ce projet, c'est l'œil de Polyphémo, dans lequel vous pouvez voir que tout ça peut se lire comme un seul trou, que quand les Yambis sont fermés, on n'a que le trou, mais en plus, il y a une sorte de mobilité complète sur les façades qui te permet, en théorie plutôt random, un peu comme Stephen Hall parle dans ses écrits, cette aléatorité, cette théorie qu'on peut trouver les choses toujours d'une façon ou d'une autre, non? Bon, ça c'est les plans d'étage. Il y a des appartements qui donnent côté rue, des appartements qui donnent côté la cour centrale. Ici, on a fait, pour ne perdre pas un appartement, on a fait la connexion à travers un appartement d'un côté qui faisait partie, qui était du même propriétaire, du même promoteur. Et ici, on a fait un tout petit jardin japonais avec un ascenseur en verre panoramique que vous allez voir, les façades, les coupes. Et là, les images, non? Pour moi, il était très important de faire que les coursives, que les balcons s'ouvraient pour forcer encore plus la perspective d'une rue qui monte vers la petite forêt qui est à côté. Là, vous voyez l'aléatorité de ces lames qui permet de trouver ça, la connexion entre les deux bâtiments, le courrier qui est intégré dans le mur et le petit jardin qui est intérieur avec l'escalier qui monte, qui permet de rattraper tous les appartements, tout habillés en bois, un bois de cirerier assez clair. Et les lames c'est des PVC qui permet, même si les cuisines donnent sur la cour, ce n'est pas une cour pour faire la buanderie, la lessive, mais c'est une cour que c'est un vrai espace de relation de tous les appartements qui donnent sur cette cour, non? Le soir, avec l'ascenseur panoramique en verre qui sort des parkings, traverse le jardin japonais et arrive jusqu'à la claire-voie qui est à nous, non? Que là vous pouvez voir, une sorte de jeu. Moi je disais ça, j'essayais de dissigner ça comme, je ne sais pas comment vous dites en français, en espagnol, ça s'appelle Rayuela. C'est un jeu que les enfants font. Vous comprenez bien. Pues, on a essayé de jouer avec les verres comme ça. Tous les verres jetaient l'eau vers un côté. Ici, il avait un canalon qui faisait que quand il pleuvait, un peu comme Le Corbusier à Roncham avec l'égout qui donne directement contre une fontaine pour faire du bruit avec l'eau qui tombe, non? Là, vous pouvez voir la terrasse supérieure des appartements. Et là, c'était la cour pour permettre aux appartements de faire laisser les vêtements de la buanderie à l'extérieur, même si on a des machines à laver, à sécher. C'est toujours dans l'esprit des pays avec beaucoup de soleil de pouvoir éteindre la lingerie à l'extérieur avec une certaine privacité. D'autres habitations qu'on a fait dans ces cas-là à Tarrasa, là on est en plein centre-ville, c'est un vieux bâtiment d'une banque qui a transformé l'usage de bureaux à appartements. On a essayé de créer des appartements qui étaient assez petits. Ce sont des appartements qui ont un séjour avec la cuisine intégrée et qui ont une chambre à coucher avec la salle de bain ensuite. Comme on ne pouvait pas toucher l'escalier qui existait originalement, qui est dans un côté, on a proposé à la mairie de faire une coursive en verre qui ne comptabilisait pas comme mètre carré, mais qui permettait, en occupant l'espace de la cour intérieure, de pouvoir entrer tous les appartements de la même façon qu'on a créé une double peau avec ces matériels, avec le Prodema. C'est une sorte de bois composite extérieur qui te permet de faire passer toutes les installations et les enregistrer complètement des montants qui montent à côté de l'ascenseur et qui se déplace à côté de tous les espaces extérieurs pour pouvoir faire un entretien correct, non? Là, vous pouvez voir les plantes, comme je vous expliquais, avec les chambres à coucher, les appartements, des balcons qu'on a ajoutés sur la vieille structure et
Et ces images de ces cours intérieures qui deviennent une sorte de double pot rouge, très vivant à l'intérieur. Par contre, je crois que le soir c'est assez joli. Pour soutenir tout ça, on a créé des câbles métalliques en acier qui restent suspendus de cette structure qui traverse la cour des Lilos et qui te permet par contre à l'extérieur de laisser une chose assez années 30, tel qu'il était en origine, un peu Mendelssohn, comme vous pouvez voir dans une poétique rationaliste. Non? Ça, c'est l'escalier original dans lequel on a ajouté une garde-corps pour protéger, parce qu'en origine, il était à 60 cm, et on a ajouté cet élément métallique pour le faire entrer dans la réglementation. Non? C'est vrai que je me rappelle quand je commençais à construire en France, avec Gambi aussi à Toulouse, ça fait 20 ans, je rigolais beaucoup parce que vous êtes le paradis des réglementations en France. Vous réglementez absolument tout. Et je rigolais parce que je disais en Espagne, il n'y a pas moins d'handicapés qu'en France, mais nous, on était beaucoup plus libres pour jouer avec les auteurs, les pompiers, les architectes bâtiments de France. Tout était énormément compliqué. Toutes ces choses emmerdantes, on les a copiées nous maintenant. On les a exactement, on est devenu européenne, même quelquefois il pleut à Barcelone. Et à ces moments-là, on a la même réglementation qu'en France, non? Ça, c'est notre projet que je trouve assez intéressant parce que c'est très, très hermétique. C'est un projet sur une rue qui a beaucoup de trafic à Barcelone, dans le quartier de Gracia, un quartier avec des rues très étroites, mais avec beaucoup de voitures qui passent. Et avec cet esprit un peu de regarder vers l'intérieur, on a décidé de faire, vous voyez ici la coupe, ça c'est la rue, on a décidé de faire des appartements en duplex. En théorie, on ne pouvait pas construire qu'un rez-de-chaussée plus 1, mais on a dédoublé en jouant avec l'azoteur et en descendant l'auteur central de la cour, parce que ça c'est le niveau rue, vous voyez qu'on a descendu ça, pour pouvoir permettre la ventilation et faire que tous les appartements, on a doublé la surface. C'est une chose que les promoteurs adorent extraordinairement, doubler la surface, non? Parce que toujours c'est voir où on peut tricher avec la réglementation, mais toujours jouer avec où est-ce qu'on peut gagner des mètres carrés en plus, non? Et ça nous a permis aussi de faire ces appartements en duplex avec des terrasses ou des jardins à 3 minutes à pied de Paseo de Gracia Diagonal, qui est le plan centre-ville de Barcelone, non? Là, vous voyez la façade telle qu'il est fermée. Là, vous voyez les appartements, le passage qui donne accès aux appartements qui restent en arrière, avec toute la partie des cuisines, salles de bain, escaliers qui montent à la toiture, et toutes ces pièces qui sont des chambres à coucher, mais qui par contre, ils étaient déclarés comme des bureaux, comme des ateliers, parce qu'à Barcelone, on ne peut pas faire des chambres à coucher sous la ligne du rez-de-chaussée, parce qu'en principe, c'est un sous-sol, non? Mais tu déclares que c'est une salle à jouer pour des enfants qui ne dorment jamais, parce qu'ils font toujours la fête, et à ce moment, après, ils dorment parce qu'ils se fatiguent quand ils font la fête, non? Et bon, finalement, on a doublé la surface, et ça, il a permis que le promoteur gagne plus d'argent, et nous, on nous a permis de faire une architecture probablement plus intéressante, telle que je peux vous montrer. Là, vous voyez le duplex avec l'escalier qui monte. Comme on ne nous laissait pas surpasser l'auteur, on a fait une chose pour moi qui était très importante ici, pour rester encore plus neutre, plus hermétique, si on peut dire, c'est de créer cet acrotère qui reste derrière les lames en bois et qui te permet de l'extérieur de ne voir pas aucun élément de finition du bâtiment. Ça fait que ce sont des lames qui finissent comme ça. Ici, on crée cette petite trou dans lequel on peut mettre les rideaux. Et ici, il y a cette claire-voie qui a un mécanisme domotique que dès qu'il voit une personne qui commence à monter, il s'ouvre automatiquement. Si tu la laisses ouverte, il pleut, automatiquement il se ferme. Non? Ça fait qu'il te permet de ne pas construire un volume sur la toiture qui ne nous permettait pas la mairie. Non? Là, vous pouvez voir le bâtiment avec les fenêtres qui s'ouvrent. Non? C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez en France, les calendriers des Advent, que les petits-enfants mangeaient des chocolats tous les jours. Mes enfants adorent ça, non? Et vous aussi, parce que je vois que vous rigolez. Bon, c'était comme des calendriers d'Advent, ça c'était mon image, pour lesquels je faisais que les façades pouvaient rester complètement ouvertes ou par contre fermées. Là, vous pouvez voir, il n'y avait qu'une fenêtre fixe qui était la fenêtre de l'escalier. Ça, c'est la façade en arrière des appartements, tout en alucobon noir, un peu comme une grande Kaaba
islamique presque, non? Et les jardins qui donnent aux appartements de devant et de derrière, et les escaliers qui étaient pour garder des choses à l'intérieur, qui te permettaient d'aller vers la lumière que vous pouvez voir, non? Et ici, ce sont les appartements en arrière, dans lesquels on a mis le bois de l'autre côté, perpendiculaire. Si la façade verticale, sur côté rue était verticale, ici c'est des éléments horizontaux avec des persiennes et la terrasse praticable que vous pouvez voir là-haut avec l'acrotère suspendu à l'intérieur derrière les vitres. Là, il avait des portes coulissantes qui te permettaient de laisser les séjours fermés ou ouverts avec les services. Il y a une bande de services qui fonctionne très bien de l'autre côté des deux portes coulissantes. Ça, c'est le dernier bâtiment. On a fait pas mal d'autres bâtiments en centre-ville, mais Sabadell, c'est une ville à 25 km de Barcelone. On a fait un bâtiment qui était assez bizarre parce qu'on a pris un projet de notre architecte qui avait la licence de construire, mais que le promoteur n'aimait pas du tout. Et comme l'architecture, c'est un peu comme la vie, que c'est toujours une question d'amour, finalement, un jour on a dîné ensemble, je lui dis ben, qu'est-ce que tu préfères, faire une chose que tu aimes ou faire une chose que tu n'aimes pas, parce que tu peux la faire tout de suite. Non? Ça fait qu'on a profité le permis construire de l'autre confrère, on lui a piqué le projet, et finalement, on a continué en travaillant avec notre projet. C'était là le site, c'est un site d'un quartier industriel qui est en train de se transformer en quartier d'habitation. Mais ça, c'est le projet qu'on avait originalement avec des rampes comme ça. Ça, c'est le projet original, vous voyez. Il fait c'est la rampe pour les voitures qui descendaient. Ici, il avait tout un passage qui faisait comme ça, qui rentrait pour aller aux appartements, mais c'est un passage des mètres 20 pour 25 mètres de longueur, qui était pour les violateurs architectes, qui restaient là, cachés de l'autre côté ici, parce que ça faisait vraiment peur s'imaginer le soir ici. Finalement, on a changé le projet et tout, on a commencé à travailler avec cette idée des lames, des persiennes qui bougeaient, qui se transformaient, et on a commencé à étudier des diverses possibilités, parce que nous, on lui a proposé des lignes en bois, comme on a vu sur le projet de Rue de Saint-Michel. Lui pensait que dans ces quartiers un peu abîmés, industriels, le bois allait s'abîmer, les gens allaient faire des graffitis comme ça, et finalement, il a préféré oublier ça, et par contre, aller chercher des lames en métal qui laissaient un peu de transparence avec les fenêtres qui resteront derrière les lames. Les lames montaient pour donner une unité, pour ne faire que le socle, sinon entendre que tout ça, c'est une sorte de tribune qui sortent sur l'extérieur, non ? On a commencé à intégrer le passage au parking parce qu'il était beaucoup plus propre et beaucoup plus clair, large pour tout le monde, non? On a décidé que tel qu'à l'extérieur, il était toujours noir, à l'intérieur serait un étage de chaque couleur, un peu pour donner un peu de la vivacité, non? Comme un drapeau gay, non? Un peu, tous les étages avec toutes les couleurs du monde, non? Et qui te permettait de savoir si tu habitais le 3e ou le 4e étage. Et ça, c'est le bâtiment fini. Un bâtiment fini que vous voyez quand on voit toute cette merde qui sont ici à côté, avec ces petites fenêtres, le balcon, les choses plus comme ça. Et tu vois l'autre, tu peux aimer ou pas. Hein? Moi, j'accepte si vous n'aimez pas. Mais par contre, il avait une rotundité, une force du projet qu'on voulait montrer avec tous ces éléments. Là, vous pouvez voir l'immeuble de l'autre côté, avec une fenêtre ouverte. Tout ça, c'était coulissante. Par contre, que tout ça, c'était dépliante. Vous voyez là, toutes les fenêtres qui se dépliaient. C'était des éléments, je crois, avec une force, surtout pour un quartier industriel, appelé à ces matériaux métalliques qui pouvaient être, je pense, plus intéressants. Et quand il restait le soir fermé, ou un jour qui n'avait pas les habitants, vous pouvez voir ça comme une sorte de peau hermétique très lisse, très dans le mouvement contemporain. Par contre, à l'intérieur, vous voyez les forêts, entre guillemets, de bambous, avec tous les étages de toutes les couleurs, non? Vous voyez ici tous les dessins qu'on a fait avec les fenêtres qu'on les plie en 3. On voulait le faire en 2, mais était trop large parce que ce sont des appartements assez petits. Ça fait qu'on a divisé en 3, autant la serrurerie métallique de l'extérieur que les fenêtres intérieures, non? Bon.
Faire de l'architecture contemporaine parce qu'il faut être toujours contemporain, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est une chose. Le problème, c'est quelquefois, quand la réglementation te permet d'ajouter des étages en plus, et à ce moment-là, toi, tu dois dialoguer avec l'histoire, mais pas avec l'histoire qui est dans un côté, sinon l'histoire qui est vraiment dedans ton propre bâtiment, non? Ça, c'est probablement un des projets les plus connus que nous on a fait à Barcelone, aussi avec Jambi. C'était un vieux bâtiment en évente, un peu français, je dis français avec les mansardes, un peu Paris, parce que ne le dit à personne, mais Barcelone, il a toujours voulu être Paris pour ne pas être Madrid. Ça fait qu'on a toujours cette sorte de relation un peu bizarre d'amour et odio, non? Et en français, odio, et si, à peu près. Bon. L'histoire, c'était, on avait un petit pavillon avec les bâtiments qui étaient en arrière. Pour ces bâtiments qui étaient en arrière, qui était un bâtiment qui c'est très curieux parce que ces fenêtres sont les fenêtres Sculponias qui a fait Jambi déjà il y a 50 années. Et nous, on a changé ça pour un autre projet Jambi plus contemporain qui est, bon, il y avait aussi un mur mitoyen sans aucun intérêt, vous voyez, on a ouvert tout ça, on a ouvert un grand trou, toujours, si on peut, quelquefois les architectes ont un problème parce que si on peut faire facile, pourquoi on doit faire les choses difficiles, non? Si on peut faire un seul trou, pourquoi faire 10 000 trous? Si on peut avoir deux éléments, deux couleurs, une couleur, pourquoi jouer avec 10 matériaux? C'est beaucoup plus difficile de mélanger les choses, non? Ça fait que quelquefois, être contenu, ce n'est pas une mauvaise chose pour commencer. Je vous l'ai dit à vous que vous êtes jeunes et que vous devez encore commencer, pas mal entre vous, non? Et ça, c'est un principe qui peut vous permettre, quand tu commences, pas faire trop de bêtises, non? Non, je dis parce que les bêtises, normalement, vont arriver tranquillement. Hein. La vie, t'amène à faire des bêtises. Mais bon, là, vous voyez le projet avec la maquette qu'on a fait, avec cet élément comme ça, et finalement, vous verrez, bon, les étages. Là, c'est le petit palais de l'extérieur, avec le garde-corps, avec les éléments qu'on a dessinés. Ça, ce diagonale Rambla Catalunya, c'est juste le Champs-Élysées de Paris, Georges V. Je dis juste un angle important. Ça, c'est deux photos, hein, c'est coupé. On a ouvert le passage pour permettre que le bâtiment en arrière aurait la direction commerciale de la diagonale, parce qu'on vend beaucoup plus si c'est la diagonale. Là, vous voyez, pour moi, il était très important de ne voir pas les finitions des terrasses. Ça fait qu'on a fait un faux plancher avec lesquels, avec le marbre extérieur, on arrive à faire ça. Imagine comment il a été compliqué pour lui expliquer. Ça, c'était un promoteur français. C'était Europrado, qui était une filiale de la Compagnie Générale des Eaux et de la BNP. Et il avait un architecte français qui venait faire le suiveur du chantier de Paris toutes les semaines. Il était un peu con, mais bon, tout le monde est tel qu'il est. Et il venait nous contrôler toujours et essayer de lui expliquer à un promoteur que tu vas lui perdre tout ça des terrasses. Et je lui disais, mais si c'est un bâtiment de bureau, la terrasse, vous ne la voulez faire pour rien parce que tu veux que les gens travaillent ou que les gens sortent à la terrasse pour prendre l'air à ce moment-là. La chose que je ne voulais pas comme architecte, c'était de voir la terrasse ici avec le garde-corps, parce que si les garde-corps, on le voyait là, on voyait que ça, c'était une terrasse et ça perdait le concept d'abstraction que je voulais pour le projet. Bon, finalement, on a travaillé beaucoup sur cette façade. Cette façade toujours cet élément qu'on a fait avec l'ALU 105 de Jambi, tu te rappelles bien, en l'or, et aussi avec ces éléments qui étaient très longitudinaux et que les clients voulaient toujours faire beaucoup plus large pour faire entrer la lumière. Et je lui disais, mais non, mais ça c'est suffisant, on a 1 mètre pour voir à l'auteur de la vue des gens qui vont travailler, non? En plus, je lui expliquais toujours en me moquant de lui que ça, c'était l'élément qui était là, mais un jour de vent, il est tombé. Il a juste resté pour nous permettre de rentrer au bâtiment. C'est pas possible, donc oui, c'est possible, non? Et j'expliquais tout ça. Et en plus, lui, il voulait absolument qu'on lui fasse une petite fenêtre ici pour la flexibilité. Pour les promoteurs, français autant qu'espagnols, la flexibilité, c'est la Bible. La flexibilité, parce que c'était des bureaux à louer, ils pensaient que si on faisait une petite fenêtre ici et une petite fenêtre ici, on allait louer mieux parce qu'on pourrait partager les bureaux d'une autre façon, non? Même j'ai dessiné les fenêtres sur le projet qu'on a eu le permis de construire parce qu'il a exigé obligatoirement les 2 fenêtres. Finalement, on ne l'a pas construit. Il n'a pas repéré du tout parce qu'il venait de Paris, on allait manger, il était plus intéressé à la paella qu'au chantier.
Et dès qu'il est rentré à Paris, une fois, je lui ai envoyé les photos, il dit, tiens, les fenêtres, je dis, merde, on les a oubliées. Mais vous pouvez imaginer, avec les petites fenêtres, on perdait complètement la composition que je voulais faire pour le bâtiment, non? De la même façon, pour moi, c'était important que la peau métallique rentrait dans le bâtiment. Ici, on a ajouté un escalier qui est percé de ces éléments métalliques et qui permet de construire toute une claire-voie qui est la partie supérieure, non? Et que lui voulait faire un peu classique. Il avait travaillé chez Beaufil. Vous connaissez Beaufil? Un architecte français qui est à Barcelone. Bon. Un autre projet de bureau qu'on a fait, c'est le siège social de la Fondation La Caixa. C'est un vieux palais de Puig i Cadafalch, classé patrimoine de l'humanité, sur lequel on a travaillé. On est en train d'attendre les budgets parce que la crise, c'est un des projets qui a arrêté. Tous les éléments de la Barcelone moderniste des débuts du siècle XX. Et ce qu'on a fait, nous, bien sûr, c'est... Catherine m'a dit qu'il était rénové. Non, ravaler, c'est les façades, et renouveler à l'intérieur. On renouvelait tout à l'intérieur. On a fait des très beaux dessins parce qu'on n'avait pas les dessins originaux, on les a refaits à nouveau. Et on a fait surtout le projet de la place extérieure qui va relier la rue Roger Desflots avec le bâtiment, avec tous ces éléments que vous pouvez voir là ici. Bon, le projet, je ne vous l'explique pas, mais l'idée c'était de couvrir tout ça avec une grosse claire-voie, avec de l'acier corten, permettre de fermer la cour intérieure de l'îlot Cerda et faire le passage. On gardait les vieilles structures de la salle d'exposition qui a été construite pendant les années 70 et on les laissait comme une sorte de pergola avec un mur en haut. Ça c'est un petit lac avec l'eau qui tombait, qui t'amenait directement vers la cour au musée extérieur. Ça, c'est moi, toujours en train de prendre des notes. Mes collaborateurs de l'agence, ils me mettent toujours, je dis toujours de mettre une nana plus belle, mais ils font comme ça. Il y a un passage couvert pour permettre quand même d'aller d'un côté à l'autre de l'îlot si un jour pleuvait, non? Un autre projet assez compliqué qui n'a pas été construit par la crise aussi une autre fois, c'est une addition. Originalement, vous voyez là, il y a un bâtiment à côté de mon agence. Mon agence, c'est cet appartement que vous ne voyez pas qu'il a et que je ne vous montrerai. Mais on a ajouté un étage en plus. Ça, c'est que du Photoshop, mais c'est bien de Photoshopper parce qu'il semble qu'il est vraiment bien. On a levé un étage en plus pour faire ça. Mais ce qui était intéressant ici, c'était qu'on a fait 4 appartements sur l'étage qu'on pouvait ajouter, mais comme on pouvait ajouter un 16e étage qui était en retiré 5 mètres de la rue, je fais que ces 2 appartements passant d'un côté à l'autre, il y avait une terrasse devant, une terrasse derrière, mais par contre, ces terrasses ici, on pouvait les donner avec des escaliers intérieurs qui commençaient au séjour des appartements de la plante inférieure, de l'étage inférieur, et qui permettaient de monter et faire que chaque appartement avait sa terrasse particulière. Vous voyez ici la coupe. La coupe, ça c'est l'étage en plus qu'on a ajouté, avec un meuble qui se transforme en escalier, un peu comme la rue Moliteur des Les Corbusier à l'époque, qui montait directement à l'étage. Et ici, on a fait cette sorte de toiture inclinée, qui est un peu comme la toiture des Gaudi à la Casa Batlló, un peu comme un dragon, parce que je ne pouvais pas sortir des gabarits qui me donnaient la réglementation, non? Et faire ça, ça fait villa suisse, un chalet suisse, non? Habitation individuelle. Mais faire ça, c'était plutôt une sorte plus intéressante de choses, non? Et on a essayé de faire les courbatures complètement différentes à chaque côté pour faire que le projet était comme des doigts qui te permettaient, après l'inspection, c'est une des paroles magiques pour les promoteurs. Et est-ce qu'après l'inspection, on pourra ajouter encore des mètres, des mezzanines, des choses comme ça? Ça fait qu'ici, je n'ai pas dessiné, mais je pensais toujours à créer des mezzanines pour pouvoir faire des petits coins de travail ou des choses comme ça, non? Ça, je voulais vous les montrer parce qu'on est dans une école, et quand on est dans une école, il ne faut pas garder les secrets. Si on veut être prof, et moi j'adore partager avec les autres les expériences, je crois que c'est intéressant de vous expliquer les trucs, les secrets, parce que sinon,
c'est pas honnête de le garder pour toi, non? C'est toutes les études avec des programmes informatiques qui te permettent de voir avec 2 nouveaux étages comment les structures changent et dès qu'il devient bleu, c'est plus dangereux. Vous voyez bleu clair, bleu foncé, et le rouge qui devient jaune, qui devient verte. Tous ces processus expliquent comment les façades et les éléments souffrent en train d'ajouter et voir s'ils peuvent soutenir ou pas, non? Des images de ces structures qu'on voulait ajouter avec les clairvoies, mais qu'on n'a pas fait. Et d'une chose pareille, on a fait un projet aussi d'extension d'une nouvelle partie dans un autre bâtiment de l'extension, que pour moi, ce sont les choses les plus difficiles, parce que quand il faut ajouter, ça c'est le bâtiment original, vous voyez qu'ici on doublait, c'est presque un clonique, on doublait un bâtiment. Construire ce type de bâtiment, même si c'est avec une solution ou avec un autre, c'est tout avec un ascenseur qui devait s'intégrer ou pas, ce sont des choses très, très, très difficiles à faire parce que dialoguer avec l'histoire à côté, c'est une chose, mais dialoguer avec l'histoire s'imposant, en montant sur le bâtiment historique, ce n'est pas la même chose toujours, non? Ça, c'est une des choses que, bon, une de cette extension qu'on a fait. Vous voyez ici un vieux bâtiment, ici on avait le permis de faire 2 étages en plus. On a commencé à travailler sur ces projets avec des appartements qui étaient petits avec une chambre à coucher. Ce sont des programmes de 40 mètres, à peu près 40-45 mètres carrés utiles à l'intérieur des appartements. Ça sont plus grands, des 60 avec 2 chambres à coucher. Et ça donnait directement sur la façade, non? Mais ce qui est important pour notre projet est surtout voir comment, quand tu construis une structure comme ça, normalement tu le construis toujours avec une structure métallique, parce qu'il a moins de poids que construire le mur massif avec de la brique, non? Et surtout, à ce moment-là, l'important, c'est de comment tu fais la transmission des charges d'un système de poteaux qui est ponctuel à un système linéaire qui est des murs de charges originaux du bâtiment, non? Ça, c'est un peu l'idée qu'on avait pour faire tal. Et là, vous voyez l'extension avec toutes les structures métalliques, avec les trous qu'on a déjà laissés pour passer toutes les installations, mais que finalement, la crise a arrêté pas mal de projets à ce moment-là. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à refaire une autre fois, non? Par contre, ça, c'est un projet qu'on a construit qui était assez intéressant. C'est une vieille maison de rez-de-chaussée sur un quartier un peu aux alentours de Barcelone, à Vall d'Hebron, à côté d'un grand hôpital qui est à Barcelone. Et c'est un mec argentin qui, comme tous les Argentins, il adore faire la carne à la parrilla, la viande et le football. Bon, ça, Messi, Messi c'est nous. Et bon, à ce moment-là, comme le sol est si cher à Barcelone, il a décidé, et comme on pouvait ajouter 2 étages en plus sur sa petite maison en rez-de-chaussée, il m'a demandé de creuser un étage en sous-sol pour permettre de faire un espace communautaire, faire un duplex, et faire un étage en plus pour chaque enfant. Chaque enfant qui a déjà votre âge à peu près. Comme ça, il pourrait être chacun à son appartement, et chacun, il y a autant d'escaliers comme vous voyez là, parce que chacun il avait un escalier privé pour descendre au jardin, à faire la barbecue et la piscine. Et il pouvait rentrer et monter sans besoin de passer à travers l'appartement des parents qui est en bas, non? Mais la chose la plus intéressante, bon, si vous voyez la façade, ça c'était le seul niveau original. Nous, on a creusé un niveau en plus et on a ajouté toute cette partie-là. Comme la réglementation nous permettait d'ajouter plus 2 étages, on a comprimé ça à 2,50 m, qui est le minimum qui nous permet la réglementation, pour permettre d'avoir 4,20 m ici. Au lieu de faire 3,5 m et 3,5 m, on a fait 2,50 m pour gagner le mètre pour l'autre appartement et après l'inspection, bien sûr, toujours, faire cette mezzanine qui va permettre à la fille d'avoir 2 appartements pour les futurs enfants qui n'ont pas et que le père, mon client, ne désire pas qu'il a avec le mec avec lequel il sort maintenant. Parce que c'est... Les parents, on est toujours comme ça avec les filles. Mais bon, ici, vous pouvez voir toujours ces histoires de lames, ces histoires de peau avec ces sortes de casquettes, avec les escaliers. Un escalier, on profite toujours pour mettre en dessous un autre escalier. C'est une sorte d'abracadabra appartement avec un cube de Rubik, assez compliqué, mais qui permet une liberté que vous allez voir. Ça, c'est la maison originale, vous voyez. On a creusé, on a gardé la maison pour ne perdre pas les mètres carrés. Il aurait été beaucoup plus bon marché
tout démolir et reconstruire. Mais si on perdait 24 mètres carrés à 6 000 € le mètre carré, le client il m'a dit il faut absolument conserver la maison. Et on a percé comme si c'était des petites tapas avec les comment tu dis? Avec les cure-dents. Palillos. On a commencé à mettre les poteaux comme des palillos, tic, 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 dans la maison. Vous voyez là, il a commencé à... Ça, c'est les aliens, le 8e passager, non, qui commençait à creuser. Ça, c'est toutes les structures métalliques de la couverte. Et finalement, ça, c'est le bâtiment. On ne reconnaît pas du tout, c'est vraiment un extraterrestre. C'est un ovni qui est descendu dans le quartier dans lequel vous pouvez voir l'escalier qui va monter aux appartements des fils. Toujours l'idée d'avoir un seul œil, non? Ça, c'est pas, excuse-moi, avec Gambi, parce qu'on a demandé prix, était trop cher pour les clients, et il a préféré Gracer, mais ça arrive quelquefois. Quelquefois, on couche avec les autres, mais on ne dit jamais personne. Et ici, vous voyez, il y avait ici toutes les portes qui étaient masquées, qui donnaient accès aux différents escaliers des différents appartements. Là, vous voyez l'escalier le soir, les escaliers intérieurs, la cuisine des appartements, toute la partie vitrée, tous les niveaux qu'on a gagnés en plus pour faire la piscine, la barbecue, avec tous les sols en verre. La façade postérieure avec toute cette structure, la cheminée de la barbecue, c'est comme le bateau qui vient là. Et comme je vous dis, on peut accéder directement de chaque escalier des appartements. Et ça, c'est l'appartement de la fille, en rez-de-chaussée, avec la cuisine qui peut être intégrée ou pas pour prendre le petit déjeuner sur cette comptoir ou directement sur le salon. Et avec cet escalier, on monte et on va à la partie qu'on a gagnée après l'inspection. Tout ça, c'est la partie nouvelle qu'on a gagnée après l'inspection. On avait un faux plafond il est tombé juste le jour après que l'inspection est passée pour regagner les mètres d'en plus et faire les appartements avec toutes les structures que vous pouvez voir là. Ça, c'est aussi une autre tradition assez compliquée. C'est une vieille maison années 60 sans aucun intérêt qui a acheté un ami à moi pour lequel on a déjà fait une maison. Mais il a divorcé. Ça arrive aussi en Espagne. Il est remarié avec une autre femme qui habite Colbato et, casualité de la vie, il a acheté la maison qui est à côté des parents de la nouvelle femme. Je lui dis c'est une mauvaise affaire, c'est une grosse erreur, mais il avait déjà acheté la parcelle. Il nous a demandé de changer l'image de la maison qu'ils ont achetée à côté des beaux-parents, le pauvre. Vous voyez, la maison n'avait aucun intérêt. Ça, c'était la maison originale. On a changé tout. On a voulu ajouter un corps pour destiner ça au garage et faire le séjour avec un côté beaucoup plus tranquille qui est ce côté-là, avec le dialogue entre le nouveau et le vieux. Sûrement, on avait sur la tête l'idée. Ça, c'est à côté de la montagne de Montserrat, à Colbato, un tout petit village, non? C'est un peu, on habillait en bois le vieux bâtiment, on changeait avec l'acier cortin, on faisait cet élément avec le bois qui rentrait de l'autre, on ajoutait la piscine et on faisait tous les complexes avec le dialogue des deux pièces qui parlaient entre elles, non? Le problème ici, il a été l'architecte municipal qui, comme c'est un site à côté de Montserrat, la montagne sacrée de Barcelone, il faut garder la toiture à deux pentes, il faut voir les tuiles. On a discuté énormément sur le processus de construction. Il disait que ça n'était pas une maison, c'était un théâtre. Quand tu expliquais mais ça c'est le problème, parce que si c'est le client, mais si le client est d'accord et c'est l'architecte municipal qui a étudié dans une école d'architecture, je ne sais pas à quelle école il a étudié, mais c'est énormément compliqué de faire passer les choses parce que la réglementation dit qu'il faut voir les tuiles. Ici, on ne voit pas les tuiles. Et à ce moment-là, tu faisais un côté transparent, tu montais un côté des tuiles. Non, on ne voit pas trop les tuiles. Et l'histoire avec des tuiles. Et ça, c'est pas une maison. Et je dis, c'est pourquoi pas, c'est pas une maison, non? Ça pourrait, Catherine, je ne sais pas si c'est pas, oui, Catherine. Ah, là. Ça pourrait être un peu tes montagnes, non? Des Annecy, avec Grenoble. Et je voulais parler avec les deux bâtiments en bois qui se parlaient entre eux, non? Finalement, après ça, non, il disait que la réglementation qui devait être en pierre.
Et bon, c'est bon, s'il faut être en pierre, on le fera en pierre. Après, je pris la pierre de Peter Zumthor dans les Thermes de Vals et je fais un collage avec ça. Il m'a dit non, il faut que tu me donnes le râle de la pierre. Je lui disais, mais qu'il est con l'architecte. La pierre n'a pas un râle, parce que la pierre, c'est un matériel naturel. Râle, il a une serrurerie, mais la pierre n'a pas un râle, non? Finalement, toute cette histoire qu'on a fait, je disais, ici, si tu regardes bien, tu peux voir les tuiles. Dieu voit les tuiles. Et non, mais arrête, on sait que tu te moques de moi, mais non, pas du tout. Bon, ça, c'est important parce que être séducteur, quand tu donnes des conférences aussi, mais ça, c'est pas trop grave, mais quand tu fais des chantiers avec les clients, avec les promoteurs, avec les autorités pour avoir le permis, il y a toujours un jeu que c'est un peu comme, quelquefois j'explique que c'est comme quand le chien se trouve, non? S'il y a un chien qui trouve un autre chien, un chien fait rrrr, et à ce moment, l'autre chien lui fait rrrr. À ce moment, tu penses, ou j'ai fait rrrr encore plus fort, ou je pars tout dignement comme ça. Non, et ça arrive un peu, non? Parce que quelquefois, les règles existent, mais les règles sont interprétables, non? Finalement, cette maison avec les tuiles, avec les... Je dis, tiens, tu vois les tuiles ici? Finalement, on a changé le projet, une chose beaucoup plus tranquille. L'idée, c'était la faire en pierre locale. Finalement, la crise, il a arrêté aussi le projet, mais j'espère que cette couple ne va pas divorcer. On pourra continuer quand la crise sera passée. Non, tu vois, ici, on a mis les tuiles, mais dans le vrai projet, on allait continuer le mur pour ne voir pas les tuiles. Après, je dirais toujours la même histoire. Oh, c'est une erreur de projet. Mais ça, Melnikov le faisait, Terragne, il l'a fait quand il a fait les Novocomum. Ça fait que, comme dit un très bon ami que j'ai à Paris, qui dit « Mies van der Rohe est mort », Le Corbusier est mort et moi je ne me sens pas très bien normalement non plus. Ça fait qu'il faut voir qu'est-ce qu'ils ont fait les autres aussi, non? Ça c'est un hôtel qu'on est en train de faire sur la route qui va à Bagnolas, de Gérone à Bagnolas. C'est un vieux hostel de route. Vous voyez qu'on n'avait aucun intérêt. Et, et l'idée, c'était de le transformer en une sorte d'hôtel-boutique avec pas mal de chambres, tal. Bon, je vous montre les images 3D de la construction avec les éléments, avec le parking, toute la partie en bas qu'on a coupé. On a coupé complètement la vieille construction pour faire le restaurant qui s'ouvre vers les montagnes de l'autre côté. On a construit un double pot en bois, un peu pour donner l'aspect campagne, mais ce n'est pas la bois de la ferme traditionnelle, c'est une bois contemporaine avec des divers plats que vous allez voir à la construction. L'intérieur du restaurant. Et de l'autre côté, il y a un pavillon pour faire des mariages, des baptêmes, des fêtes, qui est juste à côté de l'autre bâtiment. Je vous montre des images telles qu'il est maintenant, il est sur chantier encore, mais vous voyez ici très bien tous ces éléments avec les éléments Corten. Ça, c'est l'acier qui s'intègre très bien avec les couleurs du bois. Et aussi, l'idée, c'est qu'avec le portique qu'on va ouvrir et fermer, ça donne une image. Encore, c'est en construction. Il lui manque encore 5 ou 6 mois pour finir le chantier. Vous voyez les différents plans avec les portes, avec les claire-voies qu'on a fait à l'intérieur. Ça, c'est le volume de l'appartement de la personne qui prend en charge de l'hôtel. Vous voyez là, avant de faire le bois, ici, avec le pavillon pour faire les fêtes à côté. C'est une structure très légère avec une poutre telle que Koolhaas a fait dans la Kunsthalle à Rotterdam. Toute la structure est suspendue du côté supérieur. Et là, vous voyez déjà le cortin rouillé, les parties. Bien sûr, il manque faire le doublage avec les structures, peindre tout, mais là, vous pouvez commencer à voir déjà l'aspect final qu'il y aura. C'est un peu hollandais, ces projets, un peu avec les cubes qui s'intègrent à la vieille structure, non? Et là, vous pouvez déjà voir aussi cette calendaire d'advent qui se ferme, qui permet de se transformer toutes les façades, non? Et là, c'est toute la partie qu'on a ajoutée avec des verres énormes. Ce sont des verres qui font 3,5 mètres par 5 mètres. Il a 16-17 mètres carrés de verre avec une double caméra intérieure pour isoler thermiquement. Parce que même si pour vous, le climat de Barcelone, c'est toujours bon, quelquefois, il fait froid aussi, je vais expliquer, non?
Ça, c'est un des derniers bâtiments qu'on a fini à Barcelone. C'est une clinique. Quand je commence à travailler pour la Mutua Madrileña, il n'y avait que la peau d'un bâtiment qu'on avait détruit. Nous, on a excavé 9 mètres. On a excavé 9 mètres pour faire les salles de chirurgie, les quirophanes, les mammographies, les radios, tous les appareils qui seront en bas. Et ici, la loi nous permettait de construire 2 étages en plus et 1 étage en plus. Non? Le problème avec les additions, c'est toujours si on garde le même esprit pour ne rien toucher et sembler qu'on n'a rien fait, ou par contre, on transforme absolument tout et on essaye de créer un nouveau ordre dans l'architecture. Non? Nous, on essaye bien sûr cette deuxième fois toujours. Non? Moi, je crois que l'architecture, c'est comme le tennis. Non? Vous savez, le tennis, non? Quand on joue, on essaye de faire un H, et s'il ne rentre pas, le deuxième, c'est beaucoup plus pour ne pas faire double faute. Non? Et ça, c'est la première H. Bon, la mairie nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que je disais, on va garder quelques bâtiments, on va faire les fenêtres à nouveau telles qu'il étaient les anciennes, mais par contre, on va couvrir les anciennes avec cette peau en corten qui va monter. Ça, c'est à 100 mètres du Paseo de Gracia, c'est pile centre de Barcelone, non? Ces images, la commission de patrimoine des bâtiments historiques nous a dit non. Finalement, on a essayé une deuxième, et à ce moment-là, on nous a dit oui, tu vois, c'est quand même, quelquefois, je fais des choses très fortes, en sachant qu'on va me dire non, parce que d'abord, quand tu présenteras la deuxième, ils auront ça c'est mieux. Et déjà, c'est assez fort, parce qu'au milieu de la ville, avoir ce bâtiment avec ces grands lampadaires le soir qui illuminent, et toutes les fenêtres avec des boîtes chocolat qui commencent à sortir d'un côté et de l'autre, qui éclatent, et faire que l'élément descend et rentre pour essayer de faire une unité, c'était, je crois, une opération assez forte du point de vue architectural. De ce côté-là, les fenêtres étaient couvertes en tôle métallique perforée, qui faisait que le soir, on les voyait très bien, mais par contre, le jour, on ne voyait rien. On ne voyait que des petits trous sur la tôle métallique, non? Je ne vais pas vous expliquer les plans de la clinique, comme ça fonctionne, avec toutes les agences pour les docteurs, pour la médecine, la salle d'attente, tout ça, et toute cette salle de récupération, parce que la double hauteur de la partie supérieure, ça c'est une clinique pour les gens qui ont des accidents de voiture, parce qu'elle est payée par la Mutua Madrileña, qui sont ceux qui payaient Fernando Alonso quand il était à Renault, la Formule 1, tout ça. Ça fait que c'est surtout pour des accidentés, des accidents de trafic, non? Ça, vous voyez les élévations avec la partie nouvelle, mais c'est une partie nouvelle qui descend par là et qui permet pas lire une glace à 2 parfums, mais tout un seul parfum, qui est la chose que je voulais faire, non? L'autre image, l'image en construction de la clinique, les 9 mètres qu'on a creusés avec des micropilotages pour soutenir tous les bâtiments qui sont à l'extérieur étaient assez compliqués parce qu'on a soutenu pas mal de bâtiments qui étaient à côté de l'usine. Les gros 4 poteaux qui devaient soutenir toute la façade, parce que toute la façade, il a resté juste comme une sorte de bambaline théâtrale qui était là au milieu. Ça, c'est une image côté rue en regardant vers le bas. Et la structure qui commence à monter avec la ferraille, Je vous montre tout ça parce que dans une école d'architecture, je crois qu'il vaut la peine de montrer le processus, parce que sinon, on pense que l'architecture n'est que les images que tu vois dans la revue. Et ce n'est pas vrai du tout. L'architecture, c'est la poussière sur les souliers, c'est la sueur des gens qui travaillent en plein été à 45 degrés, et faire passer la réglementation le mieux qu'on sait, et finalement ne perdez pas le sens de beauté dans tous les processus de la construction, non? Toutes les structures en métal qui commencent à sortir, non? Les lames qui commençaient à se construire, on a décidé finalement de mettre le nom rétroilluminé sur des éléments laser avec les fenêtres qu'on commençait à construire. Ici, on a reproduit l'enduit originel avec les lames. Et finalement, vous voyez, bon, ça c'est la façade de la cour intérieure. Et là, le bâtiment fini. Le bâtiment fini dans lequel vous pouvez voir tous les éléments. Ces fenêtres que vous ne regardez pas côté rue que le soir. Ces grandes salles à double hauteur pour les accidentés des trafics. L'élément qui descend, qui rentre dans la clinique et qui parle avec toutes les fenêtres. Vous voyez, toutes les fenêtres, ça c'est juste à 100 mètres du Paseo de Gracia, Córcega Torrent de l'Olla. Ça, on vient de le finir il y a 2 mois. Ça, c'est pour les ambulances, parce qu'on peut rentrer directement de l'ambulance, il y a un ascenseur qui t'emmène directement au chirurgien qui est dans le quirophano.
les lames, là la partie supérieure, et le soir. Le soir, que tu peux voir tout cet élément comme une sorte de lanterne en milieu de la ville. Ça, c'est, comme je vous dis, Paseo de Gracia est juste ici à 100 mètres, à côté. Ça, c'est l'espace dont je vous parlais, qui pour moi était très important, de faire une vitre courbe pour permettre d'entendre la dissolution du bâtiment quand il arrive au ciel. Non? Un autre chapitre dont je vous voulais parler, c'est comment changer l'usage donne quelquefois une nouvelle vie au bâtiment. Non? C'est vrai, si vous voyez que quelquefois on parle de la réhabilitation, mais réhabiliter, quelquefois le préfixe ré semble qui veut dire revenir à l'ancienne. Mais réhabiliter n'est pas toujours revenir à l'ancienne, sinon ça te permet quelquefois de trouver pas mal de nouvelles idées pour donner une nouvelle vie au bâtiment. Non? Bergara 13, c'est un bâtiment juste au milieu de la ville, de bureaux. C'est un des premiers que j'ai fait l'année 89, c'est il y a 20 ans le projet. C'est un bâtiment qu'on a tout détruit, on a gardé que les structures de l'ossature parce que le client était un Français aussi, c'était la BNP. Je travaille pas mal pour les Français qui viennent à Barcelone parce qu'une des choses que les Français vous aimez le plus, c'est qu'on parle français. Et dès qu'ils venaient à Barcelone, un mec qui parlait bien français, qui peut parler, oh très bien, moi j'utilise tout ça pour avoir pas mal de commandes, mais ne le dis à personne. À ce moment-là, bon, on a commencé à travailler pour des groupes français, on a fait pas mal de choses pour des promoteurs français en Espagne. Bon, vous voyez, comme les faux plafonds étaient obligatoires et la mairie ne nous laissait pas faire tomber ce qui était le niveau du plancher, on a dû démolir tous les planchers, reconstruire le faux plancher pour avoir avec toutes les installations. Même ici, la façade postérieure, on a dû ajouter des éléments à chaque colonne que vous voyez là, on les a coupés, on a ajouté un petit morceau pour gagner l'espace du faux plancher qu'on avait gagné. Ce sont des projets très compliqués que maintenant, quand tu vois ça, tu peux dire, tiens, c'est normal, c'est une façade, on a mis une tôle métallique, on a gardé des structures en métal, en fer forgé de la vieille usine, mais ce n'est pas que ça, quelquefois c'est beaucoup plus compliqué. Non? La façade principale avec l'entrée et l'entrée du parking, on a coupé ça parce que si vous voyez ça, c'est beaucoup plus large ici qu'ici, mais on l'a coupé pour permettre l'accès au parking qui était en dessous le bâtiment qu'on a supporté. Non? La même chose, dans un bâtiment classé moderniste de Girona 67, on a fait pareil, mais la chose la plus intéressante ici a été on voulait mettre un ascenseur qui n'existait pas. L'ascenseur, je ne voulais pas le mettre dedans l'escalier, je l'ai fait sur une cour qui était ici, qui nous permettait de garder tous les garde-corps modernistes en bois qui étaient très beaux. Et là, vous pouvez voir l'entrée originale avec la nouvelle illumination di Guzzini qu'on a travaillé, tous les techniques anciennes. À Barcelone, on a pas mal de bâtiments de cette période fin 19e, début 20e siècle. Et l'ascenseur qui est tout à fait transparent, qui permet de monter par là, par la cour, sans toucher ce qui serait la position plus logique au milieu de l'escalier, parce que je ne voulais pas couper la continuité de l'escalier presque en colimaçon. Non? Et ici, ce que vous voyez là, on a creusé 60 cm pour permettre de construire une mezzanine ici, qui a fait que tous ces éléments que vous voyez là sont des éléments qu'on a ajoutés. On a supporté tous les bâtiments, on a coupé les poteaux, on a creusé, on a ajouté ces éléments d'ici parce que la colonne originale, le sol, niveau terre, arrivait jusqu'ici. On a fait ça comme si c'était classique de toute la vie, on l'a laissé. On a fait comme le top, comme le gris top de mon ami que je t'expliquais, Cathy, en train de déjeuner. Et finalement, on a excavé et on a fait ça, non? Pareil, un autre bâtiment fait à Barcelone, c'est un bâtiment qui est un siège d'une consellerie de la Generalitat. J'essayais d'expliquer que le bâtiment était un bâtiment dans lequel on coupait, vous savez, Cerda avec les plans en angle à 45 degrés. Et j'essayais de montrer que l'angle, c'était comme une partie transparente parce que c'était l'époque, ça c'était un projet de l'année 91, c'était l'époque de la perestroïka de Gorbatchev, non? Et je voulais expliquer aux clients, qui étaient français aussi dans ces cas-là, que la façon que les architectes ont de faire une société plus transparente, c'est en créant des bâtiments plus transparents.
Et parce que lui, il insistait toujours à faire des vitres cool light, réflectants. Et pour moi, ça a été trop ville nouvelle en France, que je n'aime pas du tout. Et à ce moment-là, j'essayais de trouver toujours la transparence de l'élément qui te permet de voir à l'intérieur toutes les choses. Non? Vous voyez, le soir, tous les transparents du bâtiment et toute la partie postérieure qui était faite avec des lames de ces messieurs que je ne vais pas répéter les noms parce que c'est la publicité directe. Et à ce moment-là, bon, c'était les coursives qui permettent d'un côté nettoyer les verres et de l'autre côté faire un contrôle solaire très clair de ce qui est la partie orientée sud-ouest du bâtiment. Non? C'est vrai parce que maintenant, en France, vous parlez beaucoup des bâtiments HQE, du développement durable, de la double peau, de tous ces éléments, mais ça, que je l'ai appris travaillant avec Coderc, c'est une chose que les bonnes architectures, on essaye de l'incorporer. Maintenant, on donne une adjectif qualificatif, non? Mais je crois que si on me doit choisir, dites-moi une photo de toutes vos productions, pour moi, ça c'est la photo de l'agence. C'est une photo qui est abstracte, absolument contemporaine, moderne, mais en même temps, c'est double pot, c'est écologique, c'est méditerranéen, c'est un Porsche, ça fait partie de toute la tradition méditerranéenne. Et pour moi, ça, c'est la photo de tout ce que nous on a construit que j'aime la plus. Et même la porte d'entrée au bâtiment, c'est une histoire avec des portes coulissantes. Ici, au lieu de mettre un coco, il y avait tout un jeu de coco. Et là, vous voyez un peu les bâtiments. Ici, on avait toute la cour d'îlot. Les cours d'îlot à Barcelone, ça fait 50 par 50. C'est 2500 mètres carrés à peu près qui appartenaient au bâtiment. Et on a décidé de faire une horloge végétale. Ça fait qu'on a planté des plantes, des tipuanas, des mimosas, des jacarandas, qui fleurissent en janvier, en mars, en avril, en mai. Ça fait que tous les mois, tu as une ligne avec des fleurs qui te permet de savoir si tu es mois de mai, mois de janvier. Je sais que tout le monde le sait, mais ce sont des choses que les architectes, quelquefois, on a besoin de faire pour ne pas s'ennuyer, non? Cette histoire de s'ennuyer ou pas, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que je me rappelle au Mexique, je suis allé faire un cours il y a 2 ans, on m'a expliqué une histoire d'un artisan qui faisait des chaises. Non? Il y avait un Américain qui est allé là et il a beaucoup aimé une chaise qu'il faisait à la main. Il lui a dit combien ça coûte? Il lui a dit 40 pesos, señor. 40 pesos, il a dit si je lui demande 10 chaises pour mon salon à Californie, ça sera 400, mais sûrement il va me faire un bon prix, il va le laisser pour 300. Il lui a dit, si je vous demande 10 chaises pareilles, combien est-ce que ça va me coûter? Il lui a dit 800 pesos, monsieur. Non, vous êtes un très bon artisan, mais un très mauvais mathématique. Parce que s'il y a une chaise qui coûte 40, 10 chaises, maximum serait 400, jamais 800. Et lui, il a dit, qui est-ce qui va me payer la nuit de faire 10 chaises pareilles? Vous avez compris? Parce que comme vous ne riez pas, je dis, ils n'ont pas compris. Non, je dis, c'est important de voir qui est-ce que tu payes à toi la nuit de refaire un même projet, toujours le même projet. J'essaie toujours de faire des choses différentes, non? Ça, c'est notre bâtiment qu'on a gardé la façade sur la diagonale, mais par contre, l'escalier original qui était ici, on l'a déplacé de l'autre côté. On a fait une peau en inox de tous ces cours antérieurs. On a convaincu la propriété pour changer et perdre pas mal de mètres carrés au lieu, parce que je lui disais que c'est pas mal l'histoire de perdre des mètres carrés de surface et gagner des mètres cubiques d'air et de lumière. Parce que l'architecture, il faut toujours l'avoir en 3 dimensions, pas en 2 dimensions. J'habite à une maison qui a 4,5 mètres de plancher à plancher, qui te permet d'avoir un air qui n'est pas la même chose d'avoir une maison de 2,50 mètres qui ne te donne pas de l'air comme ça, non? Finalement, ici, à l'intérieur, on a fait des ascenseurs panoramiques, on a planté des énormes bambous, d'une bambouserie de Nice avec laquelle je travaille habituellement. Et là, vous voyez l'intérieur du bâtiment. C'est assez spectaculaire à l'intérieur parce que c'est comme les petits appartements que je vous ai montrés auparavant, avec tout un grand cours d'inox qui double visuellement l'aspect intérieur du bâtiment, avec des bambous de 30 mètres d'auteur à l'intérieur. C'est à l'angle diagonal Balmes-Paris, juste à la pastisserie Mora. Vous voyez tout l'intérieur avec les étoiles, c'est assez intéressant. Pensez que les lumières sont comme des étoiles artificielles aussi.
et la claire-voie un peu comme l'autre que je vous ai montré, non? Ça, c'est un projet qu'on n'a jamais construit à Barcelone, pas pour la crise, mais parce que le client était énormément compliqué et la mairie finalement a dit non, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas donner l'accord avec un client qui avait fait pas mal de bêtises. Mais lui, c'était le propriétaire de toutes les galeries commerciales qui étaient là-bas. Nous, on a proposé de l'échanger. Et finalement, d'abord, on a proposé de faire une coursive, faire des appartements comme ça, qui donnaient des appartements sur la place. Ça n'a pas bien allé. Mais finalement, le projet que nous, on a proposé a été de construire des appartements qui étaient assez intéressants comme typologie, parce que tous les appartements, c'est Via Wagner Ganduché Diagonal, pour toi qui connais Barcelone, tous les appartements donnaient côté place et côté cour intérieure, avec des escaliers qui permettaient que les chambres à coucher d'un appartement qui était là faisaient comme ça, merde, et les autres faisaient comme ça, et c'est croisé les deux appartements comme ça, non? Ça nous permettait surtout, bon, sur les façades, il y avait tout un jeu de volume qui sortait pour donner une richesse à la façade du bâtiment, mais ce qui était intéressant, c'était de voir, vous voyez la coupe, un appartement faisait comme ça, un autre faisait comme ça, tout était relié les uns avec les autres, et ça permettait que tous les appartements, même les appartements qui avaient de séjour en rez-de-chaussée, d'ici, il n'y avait qu'un escalier pour sortir à la terrasse avec une petite piscine pour tous les 4 appartements. C'était avoir un petit chalet avec une piscine à Diagonal Ganduché, à Barcelone. Là, vous pouvez voir la maquette des appartements avec la relation entre eux. Cet appartement qui sortait par là, il avait le séjour de l'autre côté, et ça, c'était aussi à l'inverse. Et ça, quelques images de la façade qu'on proposait. De l'intérieur, avec les escaliers qui se traversaient les unes et les autres, et des éléments qui étaient avec des éléments en bois qui permettaient que la lumière arrivait jusqu'au cœur des appartements au rez-de-chaussée. Je crois que comme typologie des appartements, c'est une des plus belles qu'on n'a jamais projetées à l'agence, mais que malheureusement, on n'a pas pu faire, non? Bon, je crois, combien de temps il manque? Une demi-heure au moins? Une petite demi-heure. Bon, je vais passer tout rapidement je disais périmètre intérieur, quelques projets d'intérieur qu'on a fait pour des maisons, mais que je vous les passe comme ça parce que je préfère vous expliquer une autre chose. Bon, ça c'est une histoire, bon non, ça il faut que je vous l'explique parce que quand même, c'est un triplex, un appartement à 3 étages dans le centre de Barcelone, qui est le ravalement intérieur, à l'intérieur, il a coûté 1 400 000 € ravaler l'intérieur de l'appartement. C'est un mec pour lequel on a fait un gros projet à l'époque, on faisait confiance à des 11 000 habitations au Brésil. C'est un mec de Barcelone qui a gagné 8 000 millions de pesetas, c'est 5 000 millions d'euros, énorme, en 3 jours quand il a vendu les 50% des actions en bourse de sa propriété, mais qui dans un an, il a perdu 14 000 millions de pesetas. C'est des choses que je n'arriverai jamais à comprendre, parce que si toi, gagner 8 000 millions de pesetas, c'est bon, hein, mais perdre 14 000, c'est vraiment être idiote, parce que déjà tu gagnes ça, et bon, c'est mal. En tout cas, on a fait tous les projets avec des pièces de onyx et de marbre, avec des mesures de 6 mètres par 4 mètres qu'on a porté des Landes, qu'on a coupé la rue pour les monter. On a fait un ascenseur panoramique. On a intégré toute l'illumination dedans tous les murs en onyx pour faire que l'onyx devienne une lampe le soir. Toute la cuisine était boule taube suspendue, que la cuisine était bon, énormément cher avec tous les éléments comme ça que vous pouvez voir. Mais le problème, c'est qu'on a fait un système de domotique si compliqué avec la musique qui était reconnaissée par la température corporelle des personnes qui rentraient, parce que le client me disait, tu sais Octavio, c'est ces petites choses qui donnent la vie, la qualité, c'est les petites choses qui donnent le grand confort. Et j'essayais toujours de lui dire, tu te trompes Joanne, tu te trompes, ce sont les grandes choses qui donnent le grand confort. Les petites choses ne donnent que des petits conforts. Parce que lui, toujours, il pensait qu'avec ces éléments domotiques extraordinaires, la vie serait beaucoup plus facile. Et finalement, il n'a jamais su faire fonctionner la domotique. Il continue toujours à coucher avec un appareil radio comme celle que j'ai maintenant, avec le bouton à l'oreille, pour écouter si le Barça a gagné ou a perdu le match. Parce que ça, il comprend. Mais toute la technologie des boutons, il ne comprend rien du tout.
Et il dit que le bâtiment est emmerdant, qu'il est très froid, qu'il est très moderne. Avec sa femme, on a choisi tous les éléments qui étaient le plus chers. Parce que l'idée, c'était, ça, c'est le plus cher? D'accord, je veux. Parce que ça, il n'y a personne qui peut se payer. Moi, je me le paye, non? Et quand tu vois des gens qui fonctionnent comme ça, ils seront toujours complètement, en plus des ignorants, des gens qui n'auront pas de bonheur jamais. Bon, le vestiaire, la piscine couverte qui pouvait s'ouvrir, se fermer sur les bâtiments, énormément compliqué. Tous les parce que imagine, dans la partie plus chère de Barcelone, négocier une piscine sur un bâtiment avec 30 familles qui habitent dans un appartement, qui disent que ça va creuler, ça va tomber à l'intérieur. Finalement, comme c'est une partie où il y a pas mal de bars, des nanas, des prostituées, la Calle Ribau, la partie de Barcelone, et la maison, il y avait pas mal de chambres, des salles de bain, des jacuzzis, des piscines couvertes. Il pensait qu'il était une maison de prostituées, de luxe. Et finalement, je dis, monsieur, venir à la réunion pour parler avec les voisins, avec sa femme et les filles, pour voir qu'ils étaient une famille normale. Ils ont pensé que la dame était la madame. Et à ce moment, il a été énormément compliqué avec les voisins, expliquer des choses que... Bah. Vous voyez, ça c'est un mur tout en verre avec lequel j'avais dessiné une villa et avec des murs en pièces de verre de 30 cm qui était toute une boîte qui permettait de se balader à poil, tout nu à l'intérieur des maisons et ne voir que des silhouettes qui traversaient d'un côté à l'autre. Finalement, ça on l'a fait pour un autre mec, pour un autre projet. Le propriétaire nous a dit oublie ça. Aucun intérêt à voir moi-même de l'autre côté et ma femme, je ne vois pas qu'on la voit, c'est la tradition locale. Ma femme est à moi et à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'essayer ça et je l'ai fait dans la salle de bain d'une autre chose parce que quelquefois les projets sont des petites maquettes d'autres projets que tu fais, non? Bon, ce sont des maisons en construction que j'ai maintenant. Ça, c'est des photos que j'ai prises la semaine dernière, la cour avec la piscine qu'on va faire à côté d'un bâtiment. On a commencé à démolir toutes les vieilles choses. C'est une maison entre des 4,5 mètres de largeur. On va faire une maison individuelle pour une dame qui a arrêté le projet parce qu'il voulait faire 2 appartements pour lui et pour son fils. Son fils est allé faire un master aux États-Unis. Il est devenu amoureux d'une fille aux États-Unis. Et maintenant, il reste aux États-Unis. Et à ce moment-là, elle a arrêté le projet parce que Borja ne veut venir à Barcelone, il est avec une maîtresse américaine, et à ce moment-là, il a arrêté le projet. Tu vois comment l'architecture est fragile, et encore plus fragile que la beauté, parce que si le fils fait un master, on peut arrêter un chantier comme ça parce qu'il rend amoureux d'une américaine. Parce qu'en plus, tu imagines, si l'américaine vient, il a un garçon, encore, ils vont divorcer, et j'aurai l'américaine avec le garçon, et mon fils devra partir, non? Si déjà tu commences à voir la vie avec l'histoire de l'américaine, je lui proposais à la femme de laisser tout ça ouvert comme une sorte d'umbraculo, mais il n'a pas accepté. On va fermer le bâtiment. Et ici aussi, c'était à la Carré Girona, un autre appartement qu'on est en train de faire, dans lequel on a dessiné un appartement qui donne à 2 côtés. On a dessiné un jardin japonais sur la toiture, qui est tout ça. Et ça, on est en train de le construire. C'est un des projets qui s'est arrêté, mais qu'on va le faire, non? Bueno, parce qu'il y a 3 projets. Ça, c'est le Chies d'Immobiliaria Colonial. C'est un bâtiment de 19 600 mètres carrés qu'on a fait à Ribau, Barcelone. Il a 15 étages. Et c'est un bâtiment dans lequel on a dessiné les claire-voies, on a dessiné les comptoirs, les escaliers, tous ces éléments en verre qui passent à travers le trou de l'escalier d'un côté à l'autre, non? Les cloisons qui se transforment en table pour travailler, ça on l'a ajouté après parce que la fille qui travaillait là disait que tout le monde lui regardait les jambes. Mais je lui ai dit de venir en pantalon, mais elle m'a dit non, change le design, et j'ai changé le design. On a dessiné la table, on a dessiné tout ça avec des structures qui descendent. C'est un siège d'une des compagnies les plus importantes de Barcelone, non? Et ça, je vous montre le 2 sièges de la Mutua Madrileña. Une à Barcelone, à côté des places de la Catalogne. La Mutua Madrileña, il a acheté cet immeuble de 3500 mètres carrés. Vous voyez là comme il était en origine avec les claire-voies, avec ces structures
qui nous a donné l'impression de que ça correspondait à les chapiteaux qui devraient exister en origine ici. Nous, on a proposé de faire un trou pour voir si on avait gardé les structures originales, parce que c'est plus facile d'ajouter que de démolir et reconstruire. Et finalement, bon, on a tout démoli à l'intérieur. On a créé des patios de lumière avec des bambous ici, et ici une claire-voie qui substitue tous les claires-voies qu'il y avait sur la terrasse. Et on a créé des trous qui permettent de descendre la lumière jusqu'à 9 mètres en bas. On a fait des bureaux à 3 étages, avec la salle d'attente qui est cette sorte de cube qui reste suspendu au milieu du grand pièce. Non, ça, c'est le dessin de l'escalier, une coupe avec l'ascenseur, les claires-voies, les bambous. Et là, vous voyez le siège avec les petits cubes, les structures originales qu'on a couvertes en inox. Les ascenseurs au fond, la salle d'attente. On a récupéré toutes les moulures originales du bâtiment et on l'a repeint avec le pain d'or original tel qu'il était en origine. On a gardé que la partie qu'on pouvait garder, parce que l'autre, on a toujours parlé avec un langage assez contemporain pour parler entre les deux choses. Vous voyez les bambus au fond, la nouvelle cour qu'on a créée pour permettre de construire cet escalier. Je me sens très confortable avec cette image assez sérieuse, avec l'escalier, avec tous ces éléments en métal qui couvrent les vieux poteaux, non? Et ça, vous voyez, on a récupéré la façade en arrière, postérieure, dans laquelle vous pouvez voir toute la nouvelle partie. On a récupéré avec des grosses vitres, toute la partie vitrée qui donne sur la terrasse postérieure. Non? Après gagner le concours pour faire ce projet à Barcelone, la Mutua madrileña nous a fait la commande de faire son siège à Madrid, à la capitale, sur la Castellana. Et il voulait unir, on a fait un projet de presque 24 000 mètres carrés d'intérieur, un gros projet, et on voulait construire un pont qui unit tous les deux bâtiments pour permettre que dans le rez-de-chaussée, on fait toute l'attention au public et le reste comme des bureaux que pour le groupe, pour les gens qui travaillent là. Non? Ça, c'est une sorte de pont qui a été conçu comme une pièce qui a été grattée sur le terrain et relevée pour faire que la pelouse monte sur le pont et permet de relier tous les deux bâtiments d'un côté à l'autre avec le principal accès là. Non? Dès que le président de la Mutua nous a invités à aller à Madrid, moi je lui dis que comme à Madrid, ils ont le pouvoir politique mais ils n'ont jamais la mer, et l'idée bien sûr c'est la mer, je lui ai promis que s'il me faisait la commande de 24 000 mètres carrés à Madrid, je ferais que la mer Méditerranée arrivera jusqu'à Madrid, qui est le vieux rêve de Madrid qu'ils n'auront jamais. À ce moment-là, en plus de cette passerelle, qui est une passerelle un peu galactique, qui n'est supportée, c'est une passerelle de 60 mètres qui n'est supportée que par 4 points, par ces deux arches qui soutiennent tous les éléments. Vous voyez à l'intérieur, on a respecté les arbres originaux qui existaient. Et là, c'est la passerelle intérieure qui communique les deux bâtiments sur la Castellana. Et là, vous voyez la mer qui arrive à Madrid avec tous les faux plafonds en inox, comme les vagues de la mer qui arrivent. Vous voyez tous les faux plafonds. Et même quelques de ces vagues sortent à l'extérieur comme si c'était un tsunami, comme une sorte de langue comme quand on mange une glace qui te permet de rentrer dans le bâtiment. Non? Bon, juste pour finir, je voudrais vous montrer 2 projets d'intérieur qu'on a fait sur 2 centres commerciaux à Barcelone. La Illa Diagonal, c'est un centre commercial qui a fait Rafael Moneo, qui est le plus beau, le plus grand centre commercial qui était à l'origine. C'était le premier mall qui a été construit aux années 83, juste après les Jeux Olympiques à l'inauguration. C'est un bâtiment de 350 mètres de longueur. On l'appelle le gratte-ciel tombé parce que c'est un gratte-sol. Ce n'est pas un gratte-ciel, c'est un gratte-sol parce qu'il est juste étendu à côté du sol. Non? Et bon, ça c'est le bâtiment original de Moneo. Moneo, il avait dessiné des lampes ici avec des éléments que je crois qui étaient un peu caldaires, mais qui n'étaient pas trop bien pensés. Mais avec ces lumières-là,
qu'on rigolait toujours avec les gens de l'agence parce que je voulais éliminer ça parce que je disais que c'était les couilles de Moneo qui étaient là contre les faux plafonds. Non, et je dis, je suis sûr que Moneo, il n'aurait jamais décidé de faire ce type d'éléments parce que c'était un peu avec les couleurs, un peu trop naïf, un peu trop centre commercial. Non. Bon, d'abord, les gens ont convoqué un concours pour dessiner l'image antérieure, ça, on l'a préparé en 3 semaines. On a mis des belles fils parce qu'on n'avait pas trop pensé d'architecture. Finalement, on savait que tous les jurys étaient des hommes, mais finalement, c'était une femme qui décidait. Je dis merde. Non, mais bon, finalement, on a gagné ce concours. On a ravalé toute l'image des. C'est un projet de 22 000 mètres carrés de centre commercial qu'on a ravalé. Qu'on a rénové. Et bon, on a commencé à jouer avec le sol, il y avait des pièces qui étaient cassées qu'on a substituées par des pièces en marbre. On a dessiné des éléments luminiques de 300 mètres de longueur qui traversent tous les centres commerciaux d'un côté à l'autre, parce que comme il y a une rue qui traverse, je disais toujours qu'il fallait coudre la blessure, non? Comme c'était une blessure du bâtiment, qu'il fallait le coudre d'un côté à l'autre, non? On a fait un projet énormément compliqué pour dessiner les travelators. On a découvert que si on peintait tout en noir, on faisait disparaître le faux plafond et on ne voyait que la lumière comme si c'était un ciel en été. Un ciel en été, on a dessiné des éléments. Vous voyez là les images avec les éléments qui traversent. On a décidé de faire des forros, comment ça s'appelle? Un forro, une tôle métallique en inox à côté des poteaux originaux du bâtiment. Et la pièce qui rentrait, on a relevé les portes. Bon, vraiment, on a tout changé de l'intérieur. On a intégré la climatisation dedans les portes qui ont passé de 2,2 m à 2,80 m pour donner beaucoup plus de transparence au centre commercial. Et une chose qui est drôle, c'est de voir comment tu projettes, tu dessines, et finalement, c'est un projet qu'on a fait sur mesure, parce qu'on a gagné un concours, et vraiment, ça c'est un projet, on a commencé à construire, parce qu'il fallait faire, ça fait qu'on allait sur les chantiers tous les nuits, parce que le centre n'a pas fermé un seul jour, on travaillait de 10 h du soir à 5 h du matin, et à 10 h du matin, on avait la réunion de chantier avec les propriétaires. Ça fait qu'il a été 3 ans d'un travail énorme, très bien payé, il faut le dire aussi, ça aide quelquefois. Et bon, finalement, on a tout dessiné. Là, vous voyez l'aspect final avec les poteaux illuminés, avec les tôles comme Dominique Perrois utilisait à la très grande bibliothèque de Paris, les éléments que nous on appelait l'aile d'avion pour laisser tout ça ouvert. On a même changé la typographie des lettres. On a fait ces éléments linéaires de 300 mètres qui vont d'un côté à l'autre du centre. Il y avait l'homme qui était porté la lumière à la cave, parce que ça c'est toujours en sous-sol, non? Si vous vous rappelez l'autre image que je passais videment, ça on appelait qui était le forêt des ligues, parce que comme les forêts vont toujours vers la lumière, on a dessiné des éléments qui montaient. On a dessiné ces faux plafonds avec des lames qui te permettaient de mettre l'illumination, et même si tu ne vois rien, chaque lame, il a 50 cm de séparation qui permet au personnel d'entretien de rentrer comme ça et changer toutes les choses qui ont besoin pour des nouvelles communications, des nouveaux systèmes qui te permettent de faire ça, non? Ça, c'est l'image du centre. Tout ça, on l'a changé. Vous voyez ici le sol, les lignes. Ces éléments qu'on a dessinés, c'est un élément, ce sont des fausses claire-voies qui ont un connecteur à l'extérieur qui permet de reproduire à l'intérieur les mêmes conditions luminiques de l'extérieur. Ça fait que vraiment, tu penses que c'est une claire-voie naturelle parce que s'il y a un nuage qui passe, ça devient moins ou plus lumineux. Et ça donne vraiment la sensation, la perception que tu as à l'extérieur, non? Tu peux voir ici tous ces éléments qu'on dit. Dans le centre commercial, on a dessiné des grosses lampes. Ça, ce sont des éléments qui font 25 mètres par 40 mètres de longueur. Je vous dis, l'échelle, c'est important parce qu'un dinosaure, c'est grand et un petit lézard, c'est comme ça. C'est le même animal, mais ce n'est pas le même animal. L'échelle, c'est vraiment important quand on travaille, surtout pour les poids ou pour tout, non? Comme l'illa en catalan veut dire l'île, et tous les îles, ils ont un phare de lumière. On a dessiné le phare de lumière, on a dessiné la grande place, on a dessiné tous les éléments. Vous voyez toute cette sorte de faux plafonds qu'on a dessinés, parce qu'on ne voulait pas répéter la même solution qu'on a utilisée en bas, pour ne pas se répéter, cette sorte d'hygiène mentale
de l'artisan mexicain qui ne voulait pas répéter la chaise, non? Comme on avait fait au terre, au sol de cette pièce, des éléments qui changeaient de couleur, on l'a fait aussi comme c'était un cil avec des nuages à la partie anneau. On a recouvert tous ces éléments, les restaurants, les faux plafonds. Je vous dis, c'est un centre de 22 000 mètres carrés d'intérieur, d'aménagement intérieur qu'on a fait à l'île Diagonale. Là, il y a un orage qui va venir, vous voyez? C'est l'orage qui vient, non? C'est ces petites choses qui te permettent, quand tu projettes à 3 heures du matin, de rigoler, parce que le bonheur, il faut bien de la santé. Et on disait aujourd'hui en déjeunant avec mon amie Catherine. Toute la partie pour les restaurants, avec la partie en bois, on a dessiné les éléments pour rester toute la climatisation intégrée. Et sûrement, je crois que c'est la chose la plus poétique que j'ai fait à ma vie. D'ici à là, il y a 300 mètres de longueur, comme je vous dis. Et le propriétaire du centre commercial, après faire tous les ravalements, il m'a dit « Octavio, on a fait un centre magnifique, tout le monde est content, mais on a un parking qui est vulgaire, un parking, c'est un parking. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans le parking ?» Et à ce moment-là, comme il y avait différents accès, je finis tout de suite, sinon je vous fais comme ça. Comme il y a des divers accès un peu partout, j'essayais de me dire moi-même, qu'est-ce que c'est une île? Qu'est-ce qu'il y a dans une île? Dans une île, il y a végétation luxurieuse, des bambous magnifiques, des cascades d'eau, des plages, des reflets de lumière, toutes ces choses qu'on imagine une île. J'imagine à Grenoble en hiver, on pense une île aux Caraïbes, non, tout ça. Qu'est-ce que c'est une île, non? Et ce qu'on a dessiné, nous, on a essayé de dire, dans ces trous qui a 30 mètres de diamètre par 30 mètres d'auteur, 30 mètres, c'est une maison de 10 étages, pour voir un peu les dimensions. J'ai proposé à la propriété de peindre tout en noir, et à ce moment-là, dissigner une lampe avec 12 000 pièces de cuivre qui ne seront illuminées que par les lampadaires, que par les phares des voitures qui vont passer. Ça fait que quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de lumière. Mais s'il n'y a pas de voiture, on n'a pas besoin de lumière. La lumière, on a besoin quand il passe les voitures. Ça, c'est l'image 3D qu'on a générée de ces grands trous qu'on appelait des Big One parce que c'est le grand trou qu'il y a dans le centre. Et cette image qu'on pouvait voir avec ces éléments qui vont descendre. D'autres, il a été transformé avec des cascades d'eau. Comme les cascades d'eau, c'était impossible de les régler à 25 ou 28 mètres d'auteur, on a décidé de les transformer avec des cascades de fibres optiques, non? Mais ça, si une c'était la lumière, ça c'était l'eau. L'eau avec cet effet de cascade qu'on voulait faire, non? Ça, on ne l'a pas fait parce que notre travail comme architecte, c'est toujours de proposer, même si quelquefois on ne nous achète pas toutes les idées. Et dans une autre des trous, je voulais faire des bambous de couleur. Mais même le propriétaire, il m'a dit, Octavio, on doit être sérieux, toi, tu es beaucoup plus abstrait, ces bambous, c'est un peu trop naturel, il faut le faire quand même plus conceptuel, et ça, il a transformé avec des bambous néons. Là, vous voyez, les bambous néons qui ont profité le nœud du bambou pour mettre les transformateurs de chaque pièce, non? Et ces choses que vous voyez là en dessinant, et là, c'est le dernier des accès dans lequel je voulais faire une cascade d'eau qui faisait du bruit, du vrai eau, et en même temps permettre de recouvrir tout ça en inox qui permet, quand on sort, avoir la sensation qu'on sorte dessous de la mer pour sortir à l'extérieur, non? Ces idées poétiques que quelquefois on fait quand on pense, bon, là vous voyez des images théoriques, quand on les voit, ça c'est l'image réelle. Mais ça, il a été très compliqué de faire parce que le client me disait combien ça coûte. Je n'avais aucune idée parce que je sais combien ça coûte le mètre carré d'un bureau, d'un appartement. Mais faire une sculpture avec 12 000 pièces de cuivre, avec des éléments, chaque portion de ça faisait 15 mètres de longueur, des triangles avec une pièce en inox qui devait être suspendue, qui chaque pesait 7 tonnes. Vraiment, quand tu commences à voir ces idées de poids, il fallait mettre des grues pour faire entrer les pièces. C'était vraiment comme des grosses sculptures de Richard Serra ou des choses comme ça qui m'ont permis de faire des... Ce sont des photos réelles, ce ne sont pas des 3D. Ça fait que, avec les images en noir, ça c'est les images des cascades d'eau, mais qui a été transformées en fibre optique.
Et ce sont les vrais bambous de couleur qu'on a construits au centre, non? Ça fait que vraiment, on arrive à maîtriser pas mal avec les 3D, les images qu'on veut offrir à la propriété. Et ça, c'est la vraie cascade d'eau qui se reflète sous le sous-plafond et qui te permet, quand tu sortes du centre commercial, avoir le bruit de l'eau et le réflexe sur toi qui te permet de dire que tu sortes de la profondeur marine, non? Et là, pour finir déjà, c'est le dernier projet que je vous montre. C'est un centre commercial de bureaux qui est à Barcelone. Ils ont convoqué un concours pour avaler les 3500, 3600 mètres carrés qui sont en bas. Surtout, ce qui était très important, c'était de travailler sur la cour intérieure qui était là. Et bien sûr, pour eux, c'était aussi très important de ne pas fermer un seul jour, parce qu'un centre commercial, s'il ferme, il faut qu'il paye pas mal d'argent à tous les gens qui travaillent dans le centre commercial. Ça fait qu'on travaillait toujours que les nuits, bien ça, on est habitué. À Barcelone, on travaille les nuits. On habite les nuits, on travaille les nuits. Et on a travaillé avec un matériel qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est un matériel italien, mais nous, en espagnol, on copie bien, on fait mieux, et plus bon marché, qui s'appelle Laminam. Laminam, c'est un matériel italien qui fait des pièces de 3 mètres par 1 mètre et 3 mm d'épaisseur, et qui est céramique et qui permet, comme si c'était une gomme Pirelli, de la surposer directement sur le granit original du centre. Ça permettait de faire 130 mètres tous les nuits, sans avoir de toucher une seule porte, un seul élément qui existait dans le bâtiment, et garder tout l'argent qu'on avait, parce qu'on avait très peu d'argent pour faire cette réforme, ce n'est pas lit à diagonale, qui est dans des jeux de lumière que vous allez voir. Bon, je vous montre l'image du concours un peu vite, mais ça c'était l'idée, non? L'idée c'était de transformer cet espace central en éliminant une lampadaire qui était horrible, ici, de vieux architectes qui ont fait ça, avec des poteaux, avec toutes sortes de conneries, années 80, avec des lettres, avec comme ça, moderne à l'ancienne. Et nous, on proposait de créer ici un élément qui faisait 12 par 12, c'est 150 mètres, comme une grande lampadaire qui change de couleur, avec des éléments à transformer ces poteaux en des poteaux de lumière, et comme tout le reste serait habillé en noir, l'idée de la lumière deviendrait beaucoup plus intense. On a dessiné cette lettre. Ce sont des lettres que, même si vous ne voyez pas qu'ils sont trop grands, sont des lettres qui font 2,40 m par 2,40 m. Quand je suis allé à l'atelier voir comment ils les construisaient, c'était beaucoup plus grand que moi, les lettres, non? Vous voyez là, les lettres changent de couleur avec cette technologie RGB des LEDs qui peut changer de couleur. Et on a peint tous les poteaux en noir, tous ces poteaux-là que vous voyez là. Parce que moi, je disais que ces poteaux en blanc, c'était comme si un mec, il est nu, on voit les chaussettes, non? C'est pas trop beau. Ça fait que je voulais peindre en noir pour éviter de voir ça, non? Et ça, ce sont déjà des images du bâtiment fini. C'est beaucoup plus fashioné, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus... avec la lumière change avec la musique. On a la grosse lampadaire avec la même technologie qu'on a essayé là en petit. Mais on ne voulait pas faire le même projet parce qu'il fallait faire différent, non? Tout on a habillé en noir, comme les architectes violateurs, et tous les éléments des poteaux de 12 mètres d'auteur, avec un élément qui s'appelle abet laminatis, qui permet de changer la lumière sans voir les LEDs qui sont à la partie postérieure, non? Ça peut vous permettre des images de comment le lampadaire change de couleur. Et vous voyez là tous les poteaux libres de 12 mètres d'auteur, qui sont comme des lignes qui soulignent l'espace central et qui changent de couleur continuellement, non? Je crois que c'est une intervention beaucoup plus petite que l'autre, mais c'est une intervention très, très fashion qui nous a après apporté pas mal de clients qui ont vu ça et on nous a dit « on veut qu'on fasse une chose comme ça » et je leur dis toujours « oui, si vous me permettez de les faire différentes ». Bon, je ne vais pas trop continuer parce que maintenant, on nous a fait la commande de faire des protections solaires ici, parce qu'avec la crise, quand il n'y a pas de crise, on fait le centre commercial, mais avec la crise, on fait les protections solaires pour la place. Mais quand même, c'est toujours du travail, et j'espère que ça peut vous donner une idée de comment, quelquefois, on peut se confronter avec l'histoire, avec les gens qui nous ont précédés, et surtout essayer de donner une réponse toujours différente, toujours, si possible, mieux, parce que faire différent, c'est facile si on fait mal. Mais essayer de faire bien et différent, c'est toujours pas évident. Et surtout, vous transmettre à vous, étudiants, la passion d'un boulot qui est magnifique,
qui n'est pas facile, mais qui est passionnant et qui doit vous permettre de survivre quand même dans ces mondes complexes dans lesquels vous allez habiter. Merci bien.